On poursuit ce Lex Inside et on va parler de la réforme du droit des nullités en droit des sociétés avec mon invité Bruno Dondero, avocat associé chez CMS Francis Lefebvre et professeur de droit. Bruno Dondero, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va parler d'une réforme fondamentale en droit des sociétés, la réforme du régime des nullités. Quel est l'objectif de cette réforme? Eh bien, au départ, on a une loi du 13 juin 2024, la loi attractivité, qui vient nous dire que on va simplifier et clarifier le régime des nullités en droit des sociétés pour renforcer la sécurité juridique. Donc, on se dit au départ qu'on va avoir moins de nullités ou que plus facilement on pourra limiter les effets des nullités ou qu'on va rendre plus difficile le prononcé d'une nullité. Donc, le point de départ, c'est ça, avec, il faut le préciser, des travaux qui avaient été faits par un groupe de travail du HCJP qui avait, il y a déjà 5 ans, qui avait proposé un certain nombre de pistes de réforme. Alors on va rentrer dans le cœur de cette réforme. Concrètement, quelles sont les principales modifications? Il y en a beaucoup, donc on va se concentrer sur les principaux changements. Bien sûr, les principaux changements, ce qu'on voit très vite, c'est que, bonne mesure, on met fin à une espèce de doublon qu'il y avait entre le Code civil et le Code de commerce. On avait à peu près les mêmes textes dans l'un et dans l'autre code. On met tout maintenant pour le régime général, on va dire, des nullités, on met tout dans le Code civil. Donc ça, c'est une bonne mesure. Moins bonne mesure, à mon sens, on va, je crois, potentiellement faire exploser les causes de nullité, parce qu'avant, le système était assez compliqué, mais on avait quand même des cas très limitatif de nullité, D'accord. alors que désormais on nous dit que c'est la violation d'une disposition impérative de droit des sociétés qui peut entraîner la nullité d'une décision sociale. Ça veut dire que des textes réglementaires, des textes qui ne sont pas dans le code de commerce pourraient être le fondement d'une nullité. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez, pour moi, dangereux. Il y a moins de sécurité juridique. De ce point de vue-là, il y a moins de sécurité juridique parce que beaucoup plus souvent, on se dit qu'un acte pourra être nul. Mais on comprend que dans l'esprit des concepteurs de cette réforme, il y a un mécanisme important qui a été mis en place qu'on appelle le triple test, qui est que le juge est là pour finalement verrouiller la nullité. Parce que avant qu'une nullité soit prononcée, le juge va devoir vérifier 3 choses: que le demandeur a un grief, que l'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision prise, et que les conséquences d'une nullité ne seraient pas excessives au regard de l'intérêt social. Donc on se dit beaucoup plus de nullités potentielles, mais un juge qui va verrouiller. Mais c'est là qu'on se dit que quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que Pourquoi? bah, auparavant, on se disait non, il n'y a pas de risque de nullité parce que on ne trouve pas de fondement à la nullité. Désormais, plus souvent, on dira il y a un risque théorique de nullité, mais peut-être que le juge, si on va le voir, va considérer que l'une ou l'autre des 3 conditions que j'ai indiquées ne sont pas satisfaites. Et du coup, on aimerait pouvoir dire plutôt pas de risque de nullité que risque théorique, mais le juge pourrait ne pas la prononcer. Voilà. Ça fait partie pour moi des choses les plus importantes dans cette réforme. On en trouve d'autres, hein. On trouve par exemple un dispositif anti-nullité en cascade. C'est quoi ce Euh, dispositif? L'idée, c'est d'éviter que quand on a un membre d'un organe dont la désignation est nulle, que cette désignation entraîne nullité de toutes les décisions prises par cet organe. On a aussi le fait que le juge va pouvoir éventuellement prononcer une nullité uniquement pour l'avenir. On a une prescription qui était de 3 ans pour agir en nullité et qui passe maintenant à 2 ans. Enfin voilà, c'est l'essentiel les choses les plus importantes qui viennent en tête, c'est celle-là. Un point important quand même, c'est l'entrée en vigueur, c'est-à-dire que la réforme doit entrer en vigueur le 1er octobre prochain. Ça veut dire vraisemblablement, même si le texte ne l'explique pas, que les actes faits avant le 1er octobre sont soumis aux règles anciennes, les actes faits à partir du 1er octobre seront soumis aux règles issues de l'ordonnance. Et il n'y a pas de disposition transitoire entre les deux régimes? Pas plus que ça, non. En définitive, vous pensez quoi de cette réforme? C'est une bonne réforme, une mauvaise réforme? On aurait pu aller plus loin?
Euh, Pour moi, c'est une réforme qui ne va pas faciliter la tâche des juristes parce que dans un audit juridique, un audit d'acquisition par exemple, alors que jusqu'à présent on allait plus souvent dire non, pas de risque de nullité, là on risque de dire voilà, risque théorique de nullité, mais il n'est pas certain que le juge la prononce. Et on trouve que on est en train finalement de perdre en certitude et donc en sécurité juridique. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour améliorer cette réforme? Peut-être ne pas toucher à ce qui existait déjà ou y toucher de manière ponctuelle. Euh, Il y a déjà des choses bien faites dans cette réforme, par exemple le fait que la régularisation des actes nuls, finalement on ne l'a pas touché, on ne l'a pas remise en cause, on l'a peu touché et donc on ne l'a pas finalement remise en cause. Ça c'est bien parce que la régularisation va sans doute prendre plus d'importance à l'avenir. Est-ce qu'il y aura beaucoup de nullités selon vous à l'avenir avec ce nouveau régime? Il va certainement y avoir un temps de test, de comment dire Il ça, faut digérer la réforme. voilà. Et il faut que la Cour de cassation, que les juges de première instance, les cours d'appel, puis la Cour de cassation prennent un peu leur marque. On va avoir quelques années de flottement, notamment parce que des arrêts importants rendus par la Cour de cassation ont été bousculés, voire remis en cause par cette réforme. Et donc, il va falloir que les juges précisent certains points du cadre. Oui. Est-ce qu'il y a déjà des points qui vous semblent importants de préciser, que le juge doit s'emparer de certains sujets? Alors, le juge va appliquer le triple test assez vite. Est-ce qu'on aura dans les mois qui viennent des décisions qui vont anticiper pour nous dire comment le triple test se comprend? Il n'est pas encore applicable, mais après tout, les juges pourraient décider voilà, d'anticiper. Donc ça, on peut attendre des décisions en ce sens. Mais voilà, c'est une réforme. Il y a énormément de réformes actuellement. Le droit des affaires et le droit des sociétés bougent beaucoup. On se dit, était-ce bien le moment pour venir toucher à finalement quelque chose qu'on utilisait de manière satisfaisante? Donc ça marchait bien, pourquoi avoir fait cette réforme? Exactement. On va conclure là-dessus. Merci Bruno Dondero. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez CMS Francis Lefebvre, également professeur de droit. Merci beaucoup, Arnaud. Tout de suite, l'émission continue. Je vais recevoir l'auteur de l'ouvrage Beaucoup de droit, pas assez de juristes, Pierre Berlioz, tout de suite dans la dernière partie de Lex Inside.